On vous avait promis un bonus concernant l'automobile électrique, eh bien le voici le voilou. A comme automobile, on va parler tuture avec les deux chroniqueurs de l'épisode 188. Vous le savez déjà peut-être ou pas, les voici. Bruno d'un côté, Sébastien de l'autre. Pour replacer un petit peu dans le contexte, nous avons un Bruno qui est à Luxembourg et dont la spécialité c'est justement la commercialisation de véhicules électriques, plutôt des 2 roues, aussi des 4 roues, hein, ou même des 3 roues, ou même des 1 roue. Enfin, t'as un peu de tout. Mais en tout cas, c'est un marché que tu connais particulièrement bien pour le pratiquer, en tout cas en ce qui concerne les loisirs, plus que peut-être le pur fonctionnel, si je ne dis pas de bêtises. Les deux. Un peu les deux, d'accord. Et puis Sébastien, qui a une opinion très tranchée sur cet aspect aussi, sur l'aspect du véhicule électrique, lui peut-être plus la voiture, hein, carrément, en tant que outil de déplacement, hein, pour aller du point A au point B. Et ce qui a suscité l'idée de faire ce bonus, c'est un article de presse qui est paru il n'y a pas tellement longtemps et qui est un peu redondant. Ça revient un petit peu régulièrement, Sébastien. C'est ça qui t'énerve aussi, c'est ces différents mythes sur la voiture électrique, comme quoi elle serait, si pas autant, peut-être même plus polluante qu'un bon vieux diesel qui fume tout noir. Là, il y a quand même quelques petites choses, un petit peu de recentrage à faire peut-être, parce qu'évidemment, ceux qui en parlent, si je puis dire, ont peut-être des intérêts particuliers à en parler de la sorte pour peut-être protéger encore un petit peu certains lobbies. Mais de notre côté, peut-être que certains qui encensent l'électrique, eux aussi protègent certains nouveaux lobbies. On n'en sait rien. En tout cas, on va avoir l'opinion de 2 chroniqueurs dans ce bonus et vous forgerez peut-être votre opinion à votre tour par la suite. Et n'hésitez pas à commenter ce bonus pour nous donner également votre ressenti, votre opinion et puis peut-être aussi quelques sources d'informations pertinentes sur le sujet. Sébastien, on commence par quoi ? Alors, effectivement, comme tu le disais, il y a eu pas mal d'articles récemment dans la presse, alors qui ont été abondamment partagés sur les réseaux sociaux, suite notamment à la publication d'un livre par un Français qui s'appelle Guillaume Pitron, qui a publié un livre qui s'appelle La guerre des métaux rares, et qui, entre autres arguments, soutient le fait que la transition énergétique qui est en cours, et notamment la production de véhicules électriques, mais aussi de panneaux solaires, d'éoliennes, etc., consomme énormément de métaux rares, dont la production, l'extraction et la distribution rejettent beaucoup de CO2. Et donc que finalement, cette transition énergétique, cette transition écologique, elle n'est pas si écologique que ça, justement. Et ça, évidemment, alors même si lui, je ne lui prête pas d'intention néfaste, parce que j'ai pas pu trouver, en faisant quelques recherches, j'ai pas pu trouver d'éléments probants comme quoi il serait financé ou à la botte de tel ou tel groupe industriel ou autre. Le fait est que ceux qui s'en font écho ont aussi des intérêts notoires avec certains marchés, et donc ça circule abondamment dans la presse, et c'est abondamment aussi partagé par des gens pour qui ça fait écho. Et je trouve important dans ces conditions-là de justement sortir d'une logique purement d'opinion et de croyance pour revenir à la science, aux données, parce qu'il y a des données très objectives par rapport à tout ça, et donc de remettre un petit peu, comme tu disais tout à l'heure dans l'épisode 188, l'église au milieu du visage, de remettre les pendules à l'heure par rapport à tous ces éléments-là, parce que, encore une fois, des données, il y en a. Et les arguments qui sont souvent avancés, alors comme tu disais, par rapport au fait que les voitures électriques, et notamment les voitures électriques à batterie, je précise, parce que des voitures électriques, il en existe d'autres possibilités aussi, seraient plus polluantes que des voitures à essence. Donc je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Au passage, je souligne le fait que dans le blog post associé à l'émission, il y aura tout un tas de liens sur lesquels vous pourrez retourner par vous-même pour retrouver les sources de tout ce qu'on avance et vous faire une opinion basée encore une fois sur des données et pas seulement sur des croyances et des légendes urbaines. On va passer la parole à Bruno dans un instant. On n'est pas là pour encenser ou pas le principe de la voiture électrique, c'est juste l'idée voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est à peu près vrai, etc. On pourrait évidemment aussi se lancer dans un débat sur, tiens, la voiture électrique, l'autonomie de la voiture électrique, c'est seulement 300 km, etc. On peut aussi là tordre quelques idées reçues, hein, parce que bien souvent les gens disent, moi, ma voiture, elle roule 600 km. Oui, mais en une semaine, on n'en fait que
200 en moyenne. Donc, quand on vit en ville ou pas trop loin d'une ville, voilà. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de toute cette autonomie? Enfin, voilà. Ça, c'est pas trop le débat de ce dont on va parler là. C'est un peu plus technique peut-être aussi. Mais ceci étant dit, si vous, là aussi, sur ce coup-là, vous avez une opinion, n'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre, c'est-à-dire en commentaire de cette vidéo, de ce blog post. Merci d'avance. Bruno, tu voulais dire un truc? Oui, la base de ce bonus étant vraiment ces articles-là qu'on pourrait qualifier de fake news finalement, parce qu'ils se basent sur de faux vérités, Ouais. de fausses données pour nous donner l'impression d'avoir un scandale et des putaclics donc, Ouais. de ça. Mais moi, au-delà de ces news, de ces fake news qu'on a sur Internet, moi je suis confronté tous les jours aux consommateurs Ouais. qui viennent nous voir dans nos magasins. Et effectivement, toutes ces idées reçues sont quand même bien présentes dans l'esprit des gens, ce qui empêche, et comme toute nouvelle technologie, le déploiement de ces technologies, l'acceptation de ces technologies-là. Donc, là, le but de ce bonus-là sera un peu de remettre en place tous ces faux arguments et donner des vérités basées sur des chiffres, sur une science, sur des données. Voilà, effectivement. Ouais, c'est ça. Sébastien, on peut commencer par quoi? Alors, un des arguments qu'on entend très souvent, c'est de dire que qu'un véhicule électrique, au final, alors très souvent, on est assez vague hein, sur l'espace de sa durée de vie qu'on envisage, mais on dit que ça rejette plus de CO2 qu'un véhicule diesel ou essence classique. Alors, on va encore une fois rétablir une certaine vérité, c'est que c'est vrai, en partie, pour ce qui est de la production de la voiture. C'est-à-dire que si vous mettez sur un parking à sortie d'usine un véhicule électrique et un véhicule à essence, le véhicule électrique aura consommé autant, enfin rejeté autant, voire plus de CO2 que son équivalent essence. Pour la bonne et simple raison qu'effectivement la fabrication des batteries nécessite d'extraire du lithium, des métaux rares comme le cobalt, etc. Tout ça a tendance à rejeter du CO2, et puis même la production de la voiture dans son ensemble est plus intensive en termes de consommation d'énergie, en termes de production. Donc, encore une fois, c'est en partant du principe que la voiture ne sera pas utilisée. Sauf que si on achète une voiture, en général, c'est pour la rouler avec. Et c'est là que les données changent de manière assez importante pour plusieurs raisons. Alors, d'abord parce que faut voir qu'un moteur électrique, là, tu peux peut-être mettre on peut parler de l'efficacité d'un moteur électrique par rapport à un moteur à essence. Un moteur à essence, il faut bien voir que c'est plein de pièces mécaniques qui rentrent en contact les unes avec les autres, qui s'échauffent mutuellement, de telle sorte que 20% de l'énergie seulement elle est dépensée dans un moteur à essence va dans le faire tourner les roues. Et donc 80% de l'énergie est gaspillée en chaleur, ne sert absolument à rien. Dans le cas d'un moteur à induction, un moteur électrique tel qu'on les trouve sur la plupart des véhicules aujourd'hui, c'est 95% de cette énergie qui est utile pour faire tourner les roues. Donc un moteur électrique est beaucoup plus efficace qu'un moteur à essence, et de ce fait, dès qu'il commence à rouler, eh ben, il va rejeter beaucoup moins, enfin il va déjà dépenser beaucoup moins d'énergie. Donc, pour tous ceux qui disent oui, mais ça consomme beaucoup d'énergie, l'électricité elle-même, elle est produite avec du charbon, etc. Ben oui, mais en même temps, il est beaucoup plus efficace. Donc, même l'énergie la plus sale, ça reste encore plus efficace. Et puis surtout, une voiture à essence, tout au long de sa vie, elle va rejeter du CO2. Alors qu'une voiture électrique, à partir du moment où elle est produite, elle va quasiment plus en dépenser. Et il ne faut pas oublier non plus, quand on réfléchit à ces questions de rejet de CO2, que votre voiture à l'essence, vous allez la remplir dans une station essence qui elle-même dépense de l'énergie. L'essence, pour être amenée jusqu'à la station essence, il est amené en camion, dans lesquels, devinez quoi, on met de l'essence. Donc tout ça, eh ben, c'est aussi à factoriser dans le calcul. Alors qu'une voiture électrique que vous branchez dans typiquement dans votre garage, hein, puisque c'est le cas le plus typique, ou même sur une borne, ça utilise une grille électrique qui existe déjà, qui fonctionne déjà, et qui ne coûte pas plus cher en fonction du nombre de kilowattheures qu'on fait circuler dessus. Donc, c'est ça. Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Et donc, cet argument comme quoi la voiture, la production d'une voiture électrique rejette plus de CO2, c'est vrai à niveau de la production, c'est carrément pas vrai quand on considère l'ensemble du cycle de vie de la voiture.
Et sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture, j'imagine que cette pollution, entre guillemets, est lissée. Et donc, du coup, ça revient au même ou la voiture électrique est quand même moins polluante, Bruno? Ah, la voiture Après un électrique est certain nombre beaucoup de moins. kilométrage, après un certain nombre de temps, donc plus on utilisera le véhicule électrique, plus vite on va atteindre ce point où la Ouais. courbe de l'empreinte carbone du véhicule électrique va descendre en dessous de l'empreinte carbone de la voiture essence, qui, elle, va continuer à rester plus ou moins stable parce qu'elle va consommer tout au long de sa durée de vie, va polluer de la même manière. Donc Mhm. l'essence ne va pas devenir moins polluante, même si on D'accord. rajoute des additifs qui eux-mêmes devront être produits aussi. Mais l'énergie, donc ça, c'est le prochain point qu'on a souvent, qu'on entend souvent, c'est que le véhicule électrique roule avec de l'électricité pas propre, pas verte, parce qu'elle serait Oui. produite au charbon. Oui, peut-être, c'est peut-être le cas beaucoup en ce moment, surtout aux États-Unis, on va dire, En Chine pour aussi, hein. certains, en Chine aussi, mais c'est en train de changer beaucoup. Donc, la voiture électrique, elle va rouler avec l'électricité qui est produite à un certain moment. Pour l'instant, elle peut être pas propre, effectivement, mais dans 10 ans, elle sera peut-être très, très propre, Mhm. mais l'essence ne sera pas. Et puis, en utilisant la même énergie, si on compare un véhicule électrique ou un véhicule à essence, pour un même parcours, on aura beaucoup plus de CO2 qui sera produit de toute façon au kilomètre par un véhicule à essence qu'une voiture électrique. Logiquement, au fur et à mesure qu'on utilise un véhicule ou l'autre, l'un va rester constant et l'autre va plus ou moins être réduit en fonction du fait qu'on a une énergie verte plus ou moins Ouais. utilisée. On Ouais, peut parce que- déjà de nos jours choisir de consommer plus d'énergie verte et c'est oui. cette demande-là qui va aussi faire Ouais. qu'on en a de plus en plus. Nous, on peut choisir encore chez nous, sous nos contrées, sous nos latitudes, on a le choix encore. Mais il y a des pays, je vois encore cette carte qui a été diffusée il y a une semaine ou deux de Greenpeace qui montrait les points de pollution, là où il y avait encore beaucoup d'industrie, charbon, etc. L'Inde et la Chine, ce sont deux pays qui sont recouverts, entre guillemets, de centrales charbon. Ça va prendre un certain temps, la transition va prendre un certain temps. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, l'essence ou le diesel polluera toujours dans le temps. Et l'essence, on croise les doigts et on espère que ça va aller le plus vite possible. Voilà. À un moment donné, on va aller vers quelque chose de moins polluant. Mais même À un moment maintenant, donné. si on prend une grille qui est alimentée à 94% de charbon, les statistiques vont prouver que la voiture électrique, au kilomètre, va émettre moins de CO2 qu'une voiture à essence qui, statistiquement, va D'accord. émettre 50% de plus de CO2 qui va... Au Voilà, kilomètre, donc, c'est moins polluant quand même. Oui. exactement. D'accord. Ah oui, c'est ça. Ok. Et là, pour le coup, c'est basé sur des calculs, sur une analyse, allez, encore une fois, métrée, qui a été faite. On parlait d'effectivement cette grille à 94% au charbon. C'est en Virginie occidentale, aux US, où ils ont ce cas-là, où la grille, effectivement, est très crade. Il y a beaucoup d'électricité qui est produite grâce au charbon. Et même dans ce cas-là, même dans le pire des cas, une Model 3, par exemple, émet 0,23 kg de CO2 par mile, alors Mhm. qu'une série 3 essence émet 0,36 kg de CO2 par mile. Donc plus Mhm. 50%. Donc même dans le pire des cas. Oui. On ne considère même pas des États comme la Californie où pratiquement la moitié de l'énergie est renouvelable. Enfin, donc encore une fois, cet argument, oui, c'est vrai qu'il y a de l'énergie sale qui est produite, mais même avec de l'énergie très crade, le moteur électrique est encore préférable. Oui, c'est ça. Ouais. Ça me fait un peu penser, ce débat sur la pollution, ça me fait un peu penser aux fumeurs de cigarettes et aux vapoteurs. Et les fumeurs de cigarettes qui disent ouais, mais le vapotage, là, c'est mauvais pour la santé, non? C'est, tu vois, oui, enfin oui, le vapotage est peut-être mauvais pour la santé, mais peut-être beaucoup moins que la cigarette. Voilà. Et ici, on est un peu dans ce débat-là finalement. C'est de dire voilà, oui, la voiture électrique pollue. Ah oui, bah oui, mais on ne vous a jamais dit qu'elle C'est- polluerait pas. Elle pollue. Hein, tout ce qui bouge, tout ce qui est produit, enfin voilà, tout ce qui utilise de l'énergie, à un moment donné, va polluer à un certain degré. Euh, Et c'est un biais d'argumentation qui est très souvent utilisé dans le conservatisme, c'est de dire, puisque ça ne résout pas tous les problèmes, ne le faisons pas.
Oui, C'est c'est ça. le même type d'argument qui est utilisé, par Ouais. exemple, par les adversaires de la sécurité sociale aux États-Unis, qui disent oui, ben, ça résout quand même pas tous les problèmes, alors gardons le système actuel. Ouais. Non, il suffit que ça apporte une amélioration suffisante pour se dire oui, ben, il faut faire évoluer les choses. Évidemment, c'est Ouais. pas à leur avantage. Donc, dites-vous bien, quand vous entendez ce genre d'argument jusqu'au boutiste, c'est très souvent des intérêts derrière qui ont tout intérêt à conserver un ancien système. Ou en tout cas le tirer, le forcer, le Donc, tordre à l'extrême, parce qu'il y a des courroies de développement évidemment avec l'ancien système. On peut faire des voitures demain qui seront un peu moins polluantes. On l'a déjà fait, ça a été déjà prouvé que ça fonctionnait pas, parce qu'on a tordu là aussi le système dans l'autre sens, on a triché. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a débat, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et que plein de gens en parlent, hein, et on n'est pas les seuls, soyons clairs, on n'a pas non plus la science infuse. Il y a plein de gens qui débattent autour de cette question du véhicule électrique ou du véhicule de demain, tout simplement, sans parler nécessairement du véhicule électrique. Tout le débat est là. Est-ce que ça consomme moins? Est-ce que ça pollue moins? Est-ce que ça va souvent de pair, hein, consommation, pollution? Il y a des fois ouais. des liens qui se touchent, quoi. Je sais pas qui voulait... Bruno, tu voulais rajouter un truc, je sais plus. Non, je pense qu'on peut passer à Oui, l'argument suivant. Effectivement, c'est que les matériaux utilisés pour, donc, en l'occurrence, les batteries oui, des véhicules électriques, donc qui est sujet à débat, effectivement. On peut dire que voilà, c'est des terres rares qui sont coûteuses à récupérer. Faut savoir que oui, pour l'instant, on utilise par exemple du cobalt qui est un composant clé des batteries, mais on prévoit déjà, et Tesla, le grand nom, prévoit déjà de se débarrasser complètement du cobalt dans les 3 à 5 prochaines années. Donc, on est, comme tu dirais, dans une époque charnière où ça grince un petit peu, mais quand on aura résolu pas mal de problèmes du début, on va pouvoir aller vers quelque chose de mieux et de plus propre, hein, ça c'est clair. oui, parce que ces terres rares, une fois qu'elles sont captées, utilisées, elles sont recyclables. C'est ça, en fait, En l'idée plus. aussi, c'est qu'on ne va pas devoir toujours... Enfin, le charbon, une fois qu'on l'a brûlé, on l'a brûlé. C'est parti en fumée. Tout ce qui reste, c'est un peu de Et cendre, pour quoi. certaines, voilà. Et pour certaines, elles sont même très simples à recycler. On rappelle que le lithium, enfin les batteries au lithium-ion qui équipent les voitures Tesla sont recyclées de manière assez directe pour être retransformées en batteries murales, comme on peut les Oui. mettre dans les habitations déjà. Donc il y a déjà des filières qui sont en train de se créer. Et évidemment, au fur et à mesure que le marché va grossir, ces filières vont se développer de plus en plus. Donc, non seulement, effectivement, on va en extraire de moins en moins parce que la recherche va nous permettre de nous débarrasser des éléments les plus gênants et les plus coûteux à trouver. C'est dans l'intérêt de l'industrie, tout simplement, de rester le plus rentable possible. Et en plus de ça, les éléments qu'on a déjà extraits, on va savoir de mieux en mieux les recycler et les filières vont apparaître pour ça. Donc, encore une fois, un argument qui est un petit peu limite et toujours, enfin, c'est encore une fois un des arguments clés de ce bouquin qui fait un peu polémique, mais qui présente une vision, à mon sens, un peu biaisée, je trouve, du phénomène. Encore une fois, je précise quand même que, en toute honnêteté, j'ai pas lu le livre. J'ai Oui. lu beaucoup d'articles qui parlaient du livre Oui, parce et que qui ne finalement... retenaient que cette partie-là de l'argument. Oui, c'est ça. C'est comme souvent avec ce genre de bouquin. Hein, après, les journalistes utilisent ce qu'on appelle les bonnes feuilles, hein, et reviennent avec des arguments clés qui vont permettre de vendre le livre. Donc ça veut dire, en gros, c'est un peu comme quand on vous montre une bande-annonce de film, on vous montre les meilleures scènes. C'est un peu ça l'argument aussi. Parce que on n'a pas l'impression, en tout cas dans ce genre de débat, qu'il y a l'argument de l'aspect éthique. On parlait des terres rares, par exemple, le cobalt. On sait que ces métaux rares, ces terres rares sont quand même récupérées des fois dans des conditions plus que limites dans des pays, par exemple en Afrique, etc. Le Congo, par exemple. Et le Congo, et créer des déséquilibres sociaux complètement dingues qui permettent de mettre la mise en place de groupes d'esclavagisme, des choses du genre. Enfin, c'est un truc complètement... Enfin, tout le monde ferme les yeux là-dessus, et pourtant, là aussi, il y aura des choses à dire, et là, il y a peut-être de l'éthique à trouver, par contre. Bruno, je vois ton doigt Parce levé. que la production de l'essence
ne pose pas de problème éthique Ah, ben oui, mais c'est peut-être. justement, c'est justement le débat qui aurait pu être aussi mis sur la table, au-delà de l'aspect J'allais y venir. pollution, etc. Ouais. Ça fait pas du tout des décennies que les groupes pétroliers européens pillent sans vergogne les ressources des pays Ouais. africains en matière d'hydrocarbures. Ça fait pas, Ouais. y a jamais eu de comment ça s'appelle, Blackwater Horizon et Ouais. autres oil spill enfin non, tout ça, enfin, c'est toujours pareil. C'est Ouais. facile Mais enfin, si de on peut sortir faire des mieux, arguments comme ça. si on ne peut pas faire Ah oui, non, reproduire c'est les clair. erreurs du passé, il vaut peut-être mieux éviter, quoi. C'est ça aussi l'idée, Évidemment, hein. ça reste l'objectif, Ouais. mais il faut remettre les choses en perspective par rapport à ce Ouais. qui est déjà fait, c'est sûr. Ok. Bruno. Alors moi, j'ai un argument qui vient souvent des gens qui viennent me voir. C'est souvent ils me posent le problème d'autonomie. Ça, on va pas en discuter ici, mais ils me demandent, mais combien d'années je vais pouvoir rouler avec mon véhicule Oui. sans que je doive changer toutes les batteries qui coûtent plus cher que tout le reste du véhicule. Donc là, c'est effectivement un argument qu'on entend souvent aussi. C'est que voilà, c'est bien de calculer l'empreinte carbone à la production d'un véhicule électrique, mais le plus grand aspect, le plus grand élément d'un véhicule électrique étant les batteries. Si on doit les changer après 2 ans, ça va un peu troubler ces calculs-là. Ben justement, il y a pas mal d'études qui commencent à avoir un peu de recul sur la production de ces batteries, qui ne sont pas des petites batteries qu'on a dans nos téléphones. Hein. C'est tout à fait Ouais. autre chose. C'est pas les mêmes technologies utilisées. Les études récentes prouveraient que, par exemple, les batteries Tesla qu'on utilise en ce moment auraient une durée de vie supérieure à 20 ans. Donc 20 ans est quand même la durée de vie, je dirais, déjà maximale de beaucoup de voitures Ouais. qui sont construites de nos jours. Donc Bah, voilà. Donc, en Belgique, en tout cas, une voiture en Belgique, une voiture de plus de 20 ans, c'est un ancêtre. Non, mais c'est vrai. voiture de collection, on appelle ça. Ça devient une voiture de collection. Ça s'appelle, ça devient, on appelle ça en Belgique des ancêtres. Et souvent, elles roulent encore quand elles peuvent rouler à de l'essence sans plomb. Mais voilà. Mais donc 20 ans, c'est beaucoup. En même temps, il faut voir aussi. On parle beaucoup aussi en nombre de cycles de charge et de décharge. Hein. C'est plutôt quand on parle de batterie. Oui. C'est de là que vient souvent l'incompréhension, c'est qu'effectivement, la technologie qui est utilisée dans la plupart de ces batteries, c'est du lithium-ion. C'est assez similaire à ce qu'on trouve aussi dans les batteries de nos portables, de nos ordinateurs, et du coup, on a tendance à leur prêter le même comportement. Sauf que, comme le disait très bien Bruno, c'est pas du tout la même technologie, et notamment la gestion de la température dans ces batteries est complètement différente, et même les cycles de charge, une voiture, par exemple, une voiture Tesla, elle se charge jamais à 100%. Et elle se décharge jamais à 100% non plus. Il y a des contrôleurs de charge dedans qui vont gérer très précisément les volumes de charge pour optimiser la durée de vie. Ce qui fait que, par exemple, il y a un YouTuber assez connu maintenant dans le monde Tesla qui s'appelle Ben Solins. Je vous invite à aller voir sa chaîne Teslanomics, où lui-même a fait des analyses sur base de données dont il disposait sur un certain nombre de véhicules. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, après déjà, je crois, 10 ans de circulation, les batteries avaient perdu à peine 5% de leur capacité de charge. Donc c'est vraiment les chiffres sont vraiment révélateurs et montrent qu'effectivement la durée de vie est plus conséquente. Il y a des marques qui louent. Oui, juste pour rebondir, il y a des marques qui louent la batterie avec un argument qu'on peut entendre, qui est de dire, ben voilà, comme ça, vous êtes toujours certain d'avoir une batterie au top, entre guillemets. Si on change de technologie, ben, vous aurez la prochaine fois, on peut vous la remplacer par une nouvelle et vous payez. Est-ce que c'est un argument purement commercial, la location de la batterie, ou pas? C'est commercial et c'est un peu pour rassurer les gens, pour leur dire, voilà, si jamais vous avez un problème avec les batteries, vous en aurez une nouvelle. Oui, c'est ça. C'est pas du tout le cas dans les nouveaux véhicules parce qu'on a ce qu'on appelle les BMS, les Battery Management System, qui font pas, ce n'est pas des bêtes chargeurs qui vont charger comme nos téléphones vont être chargés à TOC et vont être déchargés. Les systèmes de gestion vont faire une vraie maintenance
au niveau de la chimie de la batterie, vont appliquer des cycles de charge et de décharge si votre véhicule est à l'arrêt, est en train de charger. Donc, c'est pas du tout la même technologie à nouveau. Et la gestion de comment sont chargées les batteries, c'est là le point crucial. En fait, quand vous utilisez un téléphone, vous avez le nombre de cycles, mais aussi le fait qu'il y ait des différences de température qui jouent un grand rôle, et le fait qu'il y ait un déchargement jusqu'à une certaine limite inférieure qui est critique pour les batteries au lithium, ou qu'il y ait une vitesse de charge qui est trop importante aussi. Donc tout ça est géré par des BMS qui vont optimiser tout ça et prolonger la durée de vie de la batterie. On parlait de la température de la batterie, c'est aussi important sur cette technologie-là. Si je ne m'abuse, elle doit chauffer pour fonctionner. Elle doit être chaude, à une température optimale, oui. Oui, c'est ça, pour que la chimie s'opère. Et quand on dit qu'un véhicule électrique, par exemple, a moins d'autonomie en hiver, c'est certainement juste dans les premiers kilomètres où s'il n'y a pas un chauffage qui réchauffe les batteries. Parce que le temps que la chimie se mette en place, la batterie est très peu efficace, va être très peu rentable, avoir un rendu de l'électricité très, très faible. Et c'est là que l'électricité va se perdre pour, en fait, chauffer la batterie. On est à nouveau au niveau de la dissipation de la chaleur. Donc voilà, les batteries de nos jours tiennent très longtemps et les constructeurs ne nous mentent pas parce qu'ils nous donnent souvent des garanties à vie des batteries ou des garanties très longues sur les batteries même. Ce n'est pas les batteries qui vont lâcher, c'est le reste de la voiture qui va lâcher bien avant les batteries. Ceci étant dit, sur ce type de voiture, pour en avoir discuté avec des gens qui utilisent des voitures Tesla, on l'avait nous-mêmes testé quand on avait fait le test d'une P90D, il y a quelques années maintenant, c'est que au niveau entretien, sur une voiture comme ça, il y a très peu d'entretien finalement, à part un filtre à air pour l'habitacle, les pneus et les freins, et encore, les freins, on les use pas tellement que ça apparemment. Voilà, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de filtre à mazout, il y a pas, voilà, il y a toute une série d'organes connus dans le monde du moteur à explosion qui n'existent plus dans le monde du moteur électrique. Est-ce qu'à contrario, il y a d'autres pièces qui n'existent pas dans le moteur à combustion, qui existent dans le moteur électrique et qu'il faudrait remplacer d'une manière ou d'une autre à un moment donné, par la batterie bien sûr. Non. Il n'y en a pas. Non, comme tu disais, il y a les plaquettes de frein et les pneus, mais ça, c'est la même chose que sur l'autre. Oui. Alors, ce qui est très intéressant au passage, c'est que parmi les arguments aussi qui sont souvent avancés, c'est de dire que, allez, oublions le CO2 pour une petite minute et parlons des particules fines. Oui, mais c'est vrai, mais les plaquettes de frein, quand ça crame, ça rejette aussi des particules fines, et les Bien pneus sûr. aussi, quand ça frotte sur la route, ça rejette aussi des particules fines. Alors pour les pneus, je pense pas qu'il y ait une différence, qu'il y ait une différence flagrante entre les deux. Par contre, pour les plaquettes de frein, effectivement, il y a une différence notoire dans le sens où la plupart de ces véhicules électriques, justement pour optimiser l'autonomie, sont équipés de ce qu'on appelle des KERS, c'est-à-dire des systèmes de récupération de l'énergie cinétique qui freinent à votre place, en gros, et qui freinent de manière électrique. C'est-à-dire que vous levez le pédale d'accélérateur et la voiture ralentit juste en récupérant l'énergie liée au freinage. Et de ce point de vue-là, vous utilisez beaucoup moins vos plaquettes de frein sur une voiture électrique, donc vous rejetez beaucoup moins de particules fines liées aux plaquettes de frein par la même occasion. Donc, un peu le principe du frein, c'est un peu le principe du frein moteur, pour schématiser, mais qui en plus ici fournit de l'énergie. Donc le moteur devient une magnéto, quoi, quelque part. C'est un peu ça l'idée. C'est tout simplement ça. Un moteur électrique, il n'y a pas de friction, c'est des aimants. Donc le courant est transformé en champ magnétique, et quand le champ magnétique est récupéré lors du freinage, donc il n'y a à nouveau pas de friction non plus, on produit de l'énergie. C'est jamais assez. J'ai souvent des gens qui me disent oui, mais si ça freine, j'ai pas besoin de la recharger. Non, c'est quand même pas tout à fait ça. On va pas, sinon rien ne se crée, rien ne se perd. Le mouvement perpétuel, même en électricité, ça n'existe pas. C'est pas de miracle, on peut pas faire de miracle, ça c'est clair. Voilà. Mais voilà, c'est déjà là on a tordu. Oui. Non, vas-y. Non, on a déjà tordu là quelques idées. Alors, il y en a une aussi qui revient régulièrement. C'est oui, mais on peut pas remplacer tout le parc automobile par des voitures. On ne fournit pas assez d'énergie. Déjà, les centrales nucléaires, on est en train de les fermer. Alors là, il y a aussi débat sur la question du nucléaire. Mais enfin, on va laisser celui-là de côté pour l'instant. Mais voilà, c'est un argument qu'on pourrait éventuellement entendre. Sauf que l'idée, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans des épisodes au gré de l'actualité, etc., on n'aura pas autant de véhicules sur les routes dans l'avenir
qu'on en a aujourd'hui, et il n'est pas question non plus de changer tout le parc automobile du jour au lendemain en électrique. On est bien d'accord. On est bien d'accord, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que la façon dont les entreprises qui fabriquent de l'électricité font leur beurre, c'est en vendant cette électricité. Donc si on en consomme un peu plus, ils vont faire plus d'argent. Ça m'étonnerait qu'ils aient beaucoup d'opposition au fait de produire plus d'énergie à nous vendre. Donc Ouais. de fait est qu'il y a des problèmes d'infrastructure aujourd'hui qui sont dimensionnés avec d'autres besoins et d'autres éléments en considération, mais c'est pas en disant on n'a pas la capacité donc on arrête. De nouveau, on est de nouveau dans cet argument fallacieux qui consiste à dire on laisse tout comme c'est puisqu'on va pas résoudre tous les problèmes. D'un autre côté, il faut qu'on continue à investir dans la production de notre grille. Il faut qu'on mette en place des grilles intelligentes, c'est-à-dire qui sont capables d'analyser la consommation en temps réel et d'adapter la production en fonction. Et il ne faut pas oublier aussi un élément assez intéressant qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé parce que tout simplement, il n'y a pas encore assez de véhicules électriques en circulation pour que ce soit intéressant. Mais c'est qu'une voiture électrique, en plus d'être une batterie dans laquelle on consomme de l'électricité, c'est une batterie qui peut en fournir aussi. Et c'est-à-dire que c'est un stockage. Alors pour l'instant, c'est pas activé. C'est ça, c'est une méthode de stockage. Une voiture, typiquement une Tesla, par exemple, ça stocke 70 kWh. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que ça représente la consommation d'une maison moyenne pendant plusieurs jours, voire une semaine entière. Donc, on pourrait très bien imaginer à un certain moment de se dire ah bah tiens, le réseau n'est pas capable de fournir la consommation électrique de cette maison en zone de délestage, comme on appelle ça en Belgique, à laquelle vous devez commencer à vous préparer. Et on pourrait très bien imaginer qu'à ce moment-là, la voiture prenne le relais et permette de lisser la consommation, joue le rôle de tampon. Tout simplement en tapant dans l'énergie stockée dans la batterie de la voiture pour alimenter la maison. Et ça, c'est aussi un argument qui va plutôt en faveur de l'utilisation des voitures électriques, aussi comme instrument de régulation de la production et de la consommation sur le réseau. Donc, oui, parce qu'il n'est pas question non plus de charger toutes ces voitures au même moment, en même temps. Tout le monde va charger sa voiture un peu quand il en a besoin. Donc, c'est là aussi, il y a, comme tu disais, une forme de lissage. Tu fais bien de le rappeler qu'en Belgique, on a une particularité aussi, c'est que nos centrales nucléaires sont un peu anciennes et elles ont tendance à tomber en panne. Donc, on les ferme. De toute façon, les écologistes veulent carrément les fermer à terme, et donc on a un petit risque chaque année, on revient avec ça, d'avoir une petite période de blackout pendant l'hiver, là où on doit consommer un peu plus d'énergie pour se chauffer, etc. Et donc forcément, ça donne de l'eau au moulin de ceux qui disent ah non, le tout électrique, c'est pas possible. Regardez, on n'a déjà pas assez d'électricité maintenant pour allumer nos ampoules et faire fonctionner nos fours à micro-ondes. Donc là non plus, c'est pas nécessairement un très très bon argument, dans le sens où, comme tu l'expliquais, une fois que la voiture elle est chargée, elle a son autonomie. Par contre, Bruno, là je me tourne vers toi, la consommation du véhicule est aussi très fonction, on l'a peut-être un petit peu oublié avec l'essence, mais c'est le cas aussi avec l'essence et le diesel, de la manière dont on conduit. Et donc là, peut-être qu'il va falloir s'habituer à conduire différemment, non ? C'est tout à fait une autre méthode de conduite, parce comme on a de nos jours des autonomies qui sont quand même plus réduite, on va dire, sur les véhicules électriques, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Le gros problème avec l'électrique, c'est le temps de charge. C'est ça la grande différence, parce qu'on va à la station essence en 1 minute, 2 minutes, on en fait le plein, alors que pour recharger ses batteries, on a besoin un peu plus, même si ça a tendance à s'améliorer. Donc, on va vouloir être un peu plus économe. Donc, on va rouler d'une manière tout à fait différente. On va utiliser le KERS, la récupération d'énergie, pour optimiser cette autonomie-là. On va un peu réfléchir un peu plus comment on va rouler, et si on va utiliser la voiture pour aller chercher la petite baguette qui est à 1 km chez le boulanger, ou on va peut-être utiliser un autre véhicule. Donc ça, c'est les effets de bord des véhicules électriques, c'est qu'on va réfléchir un peu différemment comment on conduit et comment on utilise nos moyens de transport en règle générale. Et il y a des choses à faire évoluer de ce côté-là aussi. Moi, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 1 an ou 2, je pense, quand Renault avait présenté sa voiture électrique, j'ai oublié son nom. La Chloé. La Chloé, oui. Ou la Zoé. Zoé, pas la Chloé. Ils avaient invité des journalistes, je pense que c'était en Espagne ou au Portugal, pour faire une présentation dans les forums, etc., en prêtant des véhicules aux journalistes pour qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser. Et une journaliste de télévision avait dit j'ai testé la voiture, je ne suis pas contente du tout parce qu'ils avaient dit 300 km et j'ai roulé 180 km et ma batterie était à plat. Et en fait, elle avait pilé sur le champignon sur l'autoroute à 120,
120 ou 130 comme elle avait l'habitude de faire, avec des accélérations monstrueuses au feu rouge, etc. Et donc le monsieur, le responsable de chez Renault, lui fait remarquer qu'on ne roule pas avec une voiture électrique de la même manière qu'avec une voiture à essence, mais il lui fait remarquer de manière un petit peu abrupte en lui disant c'est parce que vous roulez pas bien avec. Et un journaliste dit enfin, j'ai quand même mon permis depuis 8 ans. C'est pas tout à fait ça. Si vous roulez de la même manière avec un véhicule électrique et un véhicule à combustion, vous allez voir le même genre de différence de consommation. Si vous roulez comme un malade avec une voiture à essence, vous avez des consommations qui vont être double, voire triple de la consommation avancée. Donc, c'est exactement la même chose que sur les véhicules électriques. Donc là, il n'y a aucune différence, sauf que les gens oublient et n'ont pas en tête la consommation d'un véhicule sur une période. Ça, Par contre, c'est sur l'ensemble, parce que là, on parle d'une voiture essence qui a une autonomie peut-être de 500 km, et donc, du coup, si on roule un peu plus sportivement, on va peut-être réduire à 400 km son autonomie. Ici, sur une voiture qui a 300 km d'autonomie, rouler un peu sportivement, ça réduit très rapidement à 200 km d'autonomie. Donc les échelles sont à peu près comparables. Et donc la journaliste en question s'était un petit peu sentie vexée de cette remarque un peu machiste sans doute, de dire qu'elle roulait pas bien avec la voiture. Mais tout ça pour dire que là aussi, là c'est pas vroom vroom quoi. C'est-à-dire c'est plutôt pépère une voiture électrique quelque part. Même si ça a des performances. Mais c'est ça, en fait, je pense, qui est perturbant aussi, c'est que ça a faut pas oublier qu'une voiture électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc, c'est le couple maximal est disponible d'emblée. Ce qui crée aussi un effet assez surprenant. Et on le sent, voilà, c'est ça. Si vous appuyez sur l'accélérateur, elle part. Donc, je pense qu'il y a aussi un effet psychologique non négligeable, c'est qu'à partir du moment où on a l'impression d'avoir autant de puissance, on a tendance à l'utiliser, à appuyer sur le champignon beaucoup plus rapidement et à pas forcément adapter aussi la façon dont on accélère, juste en disant, hop là, le petit kick, hop là, ça fait plaisir. Oui, c'est ça. Mais bon, derrière, ça consomme un peu plus aussi. Et ça, je pense que c'est avec le temps, l'utilisateur, si on parle avec un propriétaire de Tesla, par exemple, peut-être au début, parce que c'est un peu sportif, il va s'amuser avec ça, et puis à un moment donné, quand il aura fait remonter son estomac au niveau à peu près de là, du cœur ou même des cordes vocales, à un moment donné, il va dire, ça va, on va se calmer un petit peu, parce qu'on peut exactement faire la même chose avec une voiture à essence, un peu sportive. Au début, on s'amuse un peu avec, et puis à un moment donné, on apprend à doser le pied sur la pédale et à y aller un petit peu plus mollo, et voilà, c'est Bruno. Ça sera plutôt en fonction de ce qu'on doit faire comme distance. Si aujourd'hui j'ai 5 km à faire avec mon véhicule électrique, je vais aller à fond. Et si je dois aller faire 100, 200 km, je vais aller plus mollo parce que je sais que j'aurai peut-être des problèmes en cours de route. C'est plutôt ça. Et c'est effectivement, on va réfléchir autrement, même si les problèmes sont exactement les mêmes que sur un véhicule. Oui. Mais il faut les aborder différemment, peut-être. Il faut aborder les problèmes un peu différemment. Mais là aussi, c'est pour ça que j'en parlais, parce que ça fait partie des mythes sur la voiture électrique. Les voitures électriques sont des véhicules performants. Il suffit de monter dans une Tesla pour s'en rendre compte. Mais pas que la Tesla, d'ailleurs. Sur certaines motos aussi, tu as pu faire toi-même l'expérience, Bruno, sur des motos électriques. Voilà. Où là, il y a aussi d'autres risques. Et là, c'est peut-être pas vraiment de l'ordre du mythe, mais c'est le fait que ce sont des voitures qui font pas vroom vroom, des motos qui font pas vroom vroom. Le piéton, l'usager de la route, lui, ne s'attend pas. Franchement. Tu crois ? Moi, je sais pas, parce que j'ai déjà moi-même été surpris par une voiture électrique, et c'était une petite voiture électrique, c'était une Twizy. Comment on appelle ça, les Renault Twizy, là, c'est ça ? C'est rigolo comme tout, mais quand ça vient par derrière et que vous l'avez pas entendu, ça fait quand même un petit peu bizarre. Ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, ou on n'est pas encore habitué à ça. Mais ce qui est un problème, parce qu'on n'est pas en train d'écouter son environnement, donc ça peut arriver. Parce qu'il y a du bruit aussi, causé par d'autres véhicules. Oui, voilà, on a des écouteurs, on n'entend pas, on a son nez dans son téléphone, voilà, donc ça c'est un autre problème. Pour les motos, oui, j'ai souvent la remarque, oui, elle fait pas de bruit, donc c'est dangereux. Ce n'est pas le cas. Je roule moi-même en moto électrique depuis plus de 3 ans et j'ai jamais eu une situation qui serait due à un problème de bruit. Je roule en voiture électrique depuis plus de 5 ans. J'ai jamais eu non plus un problème. C'est clair que quand on est sur un parking, on va, nous, en tant que conducteur, faire plus attention aux piétons. Mais de toute façon, on doit y faire attention aussi. Hein. Les nouveaux moteurs à combustion sont quand même assez silencieux aussi, et en étant à bas régime, très peu aussi. Donc le risque est le même. Hein. Donc voilà. Par contre, il y a un argument qu'on va peut-être encore soulever, c'est le fait qu'on...
On a encore deux. On va d'accord. dire les, les batteries au lithium sont dangereuses parce qu'on a eu quand même dans la presse beaucoup d'échos dès qu'il y a un accident, que les voitures électriques prennent feu, elles sont forcément plus dangereuses que les voitures à combustion. Oui, les batteries au lithium sont enflammables, sont explosifs. Je signale au passage que l'essence l'est aussi, Oui, juste c'est pour vrai. dire. Et les statistiques le prouvent, hein, c'est pas parce que c'est pas dans la presse qu'il n'y a pas des incendies de voitures à essence. Quelques chiffres, en 2016, aux États-Unis, il y a eu 173 000 incendies de voitures à essence. Ah oui. On n'en a pas entendu parler, ou rarement, dans la presse. Dès qu'il y a une voiture électrique qui prend feu, ça, par contre, les Tesla, c'est mauvais, ça explose. Donc, Oui. on entend ça. Alors qu'il y en a une sur autant de milliers qui a pris feu, oui. Jamais personne ne s'est immolé par l'électricité, hein. Non, après, C'est n'importe quoi. il est un fait. Il est un fait que les feux de batterie au lithium-ion, c'est des feux chimiques en fait. Oui. Et vu la façon dont les batteries sont conçues, elles sont assez denses, etc. Ça donne généralement un spectacle pyrotechnique assez intéressant, on va dire. Mais je pense que Bruno a fait l'expérience Qui avec des batteries de plus petite taille, hein, Bruno. Sur Tu as eu le une cas. trottinette qui a pris feu effectivement dans notre Ouais, magasin, ça peut arriver effectivement. ouais. Et là, il faut avoir donc la méthode pour combattre ce feu-là, parce que c'est pas les mêmes extincteurs, c'est pas la même méthode. Donc là, il y a une formation qui est en cours, hein, de tous les, Les pompiers, etc. les services et pompiers Ouais. qui maintenant connaissent comment traiter ce genre d'incendie. Donc, c'est pas plus grave, c'est différent, c'est tout. Donc, Oui. il faut C'est savoir le impressionnant, quand traiter. même. Et c'est pas plus courant qu'un incendie d'un véhicule à essence. C'est ça qu'il faut souligner. À nouveau, c'est peut-être moins fréquent parce que les batteries sont quand même bien protégées Mhm. que les incendies de voitures à essence. C'est souvent, on disait, par analogie, quand il y a eu la vague du LPG, hein, des voitures au gaz, on disait, oh là là, le gaz, c'est dangereux, ça explose. Vous savez, d'ailleurs, les voitures, si je dis pas de bêtises, LPG ne peuvent pas se garer dans les parkings souterrains, hein. C'est interdit Oui. justement pour éviter de. Mais finalement, quand on réfléchit bien, il y a quand même très très peu d'accidents de voitures au LPG. Enfin, on n'en a pas entendu. Moi, de mémoire, j'ai jamais entendu parler d'une voiture LPG qui a explosé sur l'autoroute ou voilà. Donc, ici, c'est un petit peu la même chose. On parle d'incendie de batterie, mais qui l'a vu franchement, enfin, c'est voilà. Sébastien. Non, et puis voilà, encore après, à chaque fois, il y a beaucoup moins de victimes et tout. Enfin bref, tout ça, c'est à remettre les choses en Ouais. perspective. Et il faut oublier un petit peu les effets d'annonce par rapport à tout ça. Ouais. Effectivement, le dernier argument pour conclure un petit peu ce bonus qui tire déjà en longueur, Oui. qu'on entend souvent, c'est que finalement, la solution ne viendrait pas du conservatisme, mais d'investir massivement dans une technologie beaucoup plus intéressante. Alors, il faut voir intéressante pour qui, hein, au passage, qui est ce qu'on appelle la pile à hydrogène, hein, Oui. pile à combustible hydrogène. Euh, et effectivement, c'est une technologie dont on parle depuis quelques années déjà, hein. Il y a les premiers prototypes datent de plusieurs dizaines d'années même. Et très souvent, on cite ça comme exemple en disant que, bah, d'une part, effectivement, ça se recharge beaucoup plus vite, puisqu'en fait, il suffit de faire le plein d'hydrogène à une pompe dédiée, hein. Pompe dédiée au passage qui sera dans une station dédiée, opérée Ouais. par un industriel Ah oui, dédié. oui. Tu fais mon regard. Et puis, accessoirement, forcément, c'est un moteur électrique aussi, donc ça pollue pas, ça rejette de l'eau. Alors, c'est magnifique. Et donc, ça pollue pas. Par rapport à ça, il faut là aussi remettre un petit peu les chiffres en perspective. La production d'hydrogène, elle n'est pas anodine. Aujourd'hui, il y a en gros deux procédés. C'est soit on fabrique de l'hydrogène à partir du méthane, donc à partir du gaz naturel, soit on le fabrique par électrolyse, mais Mhm. aucun de ces procédés n'est vraiment suffisamment efficace pour concurrencer l'électricité brute, on va dire, Stocké. l'électricité Ouais. qui est stockée Ouais. dans les batteries. Et encore une fois, si on fait un rapide calcul d'efficacité en tenant compte aussi du fait que une fois qu'on a produit l'hydrogène, il faut aussi le compresser puisqu'il n'est pas, enfin, il n'est pas suffisamment dense à l'état naturel, on va dire. Il faut le compresser pour le mettre dans les réservoirs. Donc la compression consomme aussi de l'énergie.
Et tout ça fait que, et en plus, oui, accessoirement, l'hydrogène compressé, il faut l'amener jusqu'à la station où vous allez charger la voiture. Donc, c'est un camion diesel qui vient porter les bouteilles d'hydrogène. C'est vrai, c'est ça. Accessoirement. Oui. Donc, tout ça fait que, au final, le rapport, enfin, l'efficacité d'un plein à l'hydrogène est tout à fait relative. Et en plus, l'hydrogène, aujourd'hui, en tout cas, avec l'infrastructure disponible, coûte relativement cher, puisqu'on a calculé que sur les véhicules à hydrogène qui existent déjà, le plein coûte à peu près $80 pour rouler 600 km. Là où un plein à l'électricité pour une distance équivalente coûte au moins 4 à 5 fois moins cher. Donc voilà, tout ça, c'est des arguments à prendre en compte. Chez nous, c'est Toyota qui a une voiture à hydrogène, si je dis pas de bêtises, il me semble. Il y a Toyota et je crois Honda qui ont un modèle, qui ont des modèles à hydrogène, ouais. Mais évidemment, l'infrastructure n'est pas suffisamment développée pour ça, et on est de nouveau dans un problème de fait de la poule, où il va falloir d'abord développer l'infrastructure pour que ce soit intéressant. Là aussi, il faut au passage que l'hydrogène... Oui, vas-y. Ouais, donc ce qui ne veut pas dire au passage que l'hydrogène n'est pas intéressant du tout. Il y a des applications sur lesquelles c'est très intéressant, notamment sur les camions et le transport de fret et les bateaux et tout ça. Mais pour les voitures, c'est vraiment à revoir. Tant qu'on en est à tordre le cou à des mythes, la voiture à hydrogène, c'est pas non plus une voiture qui a un réservoir à eau. Parce que j'ai entendu ça aussi, des gens qui pensaient que la voiture produisait son propre hydrogène, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est peut-être dans 100 ans, mais pas là. Encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on ne peut pas produire de l'hydrogène à partir de l'eau sans dépenser de l'électricité. Voilà, donc ça ne marche pas de cette manière-là. Voilà, dans une descente, mais à ce moment-là, ça s'appelle une caisse à savon. Ça part de l'eau. Donc voilà. Bon, voilà, on a fait un peu le tour. Hein. C'est vrai que ce bonus est un petit peu plus long que les précédents, mais c'était question de tordre le cou à certains mythes. Alors évidemment, on va mettre les liens vers les différentes sources par lesquelles vous êtes inspirés. N'hésitez pas, vous, chez vous, à faire de même, à partager vos sources. On s'entend, des sources sur lesquelles on peut compter, on peut croiser l'information. C'est parce que bien souvent, on peut tomber aussi sur des sites pro ceci, anti cela, sans aucun argument, sans aucune... Voilà, il faut quand même arriver à croiser un petit peu l'information pour pouvoir se faire une idée. Peut-être qu'on peut trouver des arguments contraires à ceux qui ont été évoqués ici à certains niveaux, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. En tout cas, en conclusion, et je pense qu'on sera tous d'accord de dire que l'avenir sera fait aussi de différents éléments, c'est un écosystème à construire quelque part. C'est pas que la voiture électrique, c'est la voiture partagée, c'est des transports en commun cohérents, peut-être électriques. Il n'y a pas que les voitures personnelles qui roulent, qui polluent à l'heure actuelle. Il y a plein d'autres choses, les camions, les bateaux, etc. Donc c'est multimodal, j'ai envie de dire. C'est un terme un peu à la mode, mais donc il ne faut pas non plus imaginer que du jour au lendemain, on va remplacer toutes les voitures qui sont en rue par des voitures électriques et qu'il va faire tout d'un coup calme comme un dimanche en voiture. Non, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, il ne fait jamais calme le dimanche en voiture parce qu'il y a des cyclistes. Et les cyclistes, ça fera l'objet d'un autre bonus où on dira comment se débarrasser des cyclistes. Voilà, c'était pour rire, évidemment. Merci en tout cas beaucoup, Bruno. On sent que c'est un sujet qui te passionne, tout comme Sébastien d'ailleurs. Merci donc d'avoir partagé tout ça, votre opinion avec tout le monde. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, je le répète, à faire vos commentaires. On les lira tous et ces deux loustiques vous répondront s'il faut répondre, parce que c'est pas toujours nécessaire de répondre non plus. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Thank you.